Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui débarquent dans le chat, Modin Malin a ouvert une chaîne secondaire qui s'appelle Radio Modin. Le concept de Radio Modin, c'est des gens lui envoient des témoignages de 15, 20 minutes, une demi-heure, peu importe, sur divers sujets et il passe le témoignage. Il y a plein de témoignages extrêmement intéressants sur Radio Modin et on va en écouter un pour voir à peu près le témoignage de cette personne qui est très intéressante. C'est une personne qui était à l'extrême gauche et il est passé à la droite. Et il nous raconte pourquoi, c'est quoi son cheminement. Et c'est extrêmement intéressant. Attention, please. Allez, on écoute l'intro et vous allez voir, le témoignage part dans très rapidement. Modin, aujourd'hui je laisse la parole à quelqu'un qui nous raconte comment il est passé de gauche, voire à l'extrême gauche, à la droite. Ce qui est au passage un phénomène plutôt naturel. Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront dans son témoignage, et si jamais il y a des gauchistes qui écoutent cette vidéo, sachez que j'aimerais beaucoup entendre le témoignage inverse. Quelqu'un qui serait passé de la droite ou l'extrême droite à la gauche. En tout cas, ce qu'on remarque ici, c'est que ce qui fait passer les gens à droite, ce ne sont pas ces intellectuels, ces penseurs, ces artistes ou quoi que ce soit, c'est le réel, c'est la nécessité. Et finalement, ce narratif qu'on nous impose dès l'école, à savoir que les gentils c'est à gauche et que les méchants c'est à droite, c'est quelque chose qui s'effondre tout seul. On remarque aussi que ce qui fait fuir la gauche, c'est bien souvent sa radicalité ou son extrémisme. Alors comme d'habitude, si le témoignage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce pour aider à son référencement. Et si vous aussi vous voulez participer à Radio Modin... pareil, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à liker, à rejoindre la chaîne, il y a le Tipeee, il y a les chaînes secondaires, il y a tout ce que vous voulez, tous les liens sont dans la description, merci de votre soutien. Vous connaissez la musique, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça vient du poignet, utilisez-le, à défaut d'autre chose. Modin, en venant nous parler de quelque chose que vous avez vu ou vécu, il vous suffit de m'envoyer un mail via l'adresse en description. Et vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo de Radio Modin. Bonjour à tous. Alors, avant de démarrer, sur son onglet communauté, il a fait un truc intéressant, il a posté ça. Suite à ce témoignage, donc celui qu'on va écouter, votre parcours politique, c'est « J'ai toujours été de droite, j'étais de gauche et je suis passé à droite, je suis apolitique, entre parenthèses comme psychédélique. » Si oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis apolitique, je suis agnostique, je suis un non-binaire de la politique. Et si vous n'êtes pas d'accord au fait que je sois apolitique, vous êtes en train de nier mon genre, vous me mégenrez politiquement. Donc, merci de respecter mon identité de genre politique. J'étais de droite et je suis passé à gauche, j'ai toujours été de gauche. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que j'étais de gauche et je suis passé à droite, c'est celle qui remporte le plus avec 43%. J'étais de droite et je suis passé à gauche, 1%. Moi j'ai juste mis, mais enfin... Bref, on écoute le début du témoignage. Je vais aujourd'hui vous raconter ma droitisation et comment je suis passé d'un mec de gauche qui se considérait profondément antiraciste, anti-Front National, à un mec 10 ans plus tard qui a les idées du Rassemblement National et qui exècre totalement la gauche et qui la considère même comme une traître à la France. Je dirais que je me suis considéré de gauche durant ma jeunesse, c'est-à-dire en gros du lycée jusqu'à mes 21-22 ans. Et c'est à partir de ce moment... En gros, pendant que tu te fais matrixer par tes collègues gauchistes, par tes profs qui t'endoctrinent et quand tu mets un pied dans le réel, dans la vraie vie, tu dis, mais en fait, les questions là qu'on a à l'école, bah ouais, c'est de la théorie, mais en pratique, c'est complètement débile. Je suis désolé de couper au début, je vais couper pas mal au début, je pense, mais évidemment, ça me rappelle pas mal de choses. Mais notamment, souvenez-vous, on avait fait une vidéo. Avoir un bébé, c'est de droite. Avoir un enfant, c'est de droite. Si tu as des enfants, c'est que tu es de droite. Si tu as un bébé et des enfants, tu commences automatiquement à avoir des réflexes de droite, parce que tu dois construire un foyer, tu dois assurer tes finances, tes besoins, pour donner une meilleure perspective d'avenir à ta progéniture. Et tout ça, c'est des concepts de droite. Avoir un enfant, ça te rend de droite. On en avait parlé dans cette vidéo, c'était assez rigolo. Moment-là que j'ai commencé à m'interroger sur mes convictions parce que j'étais témoin de choses qui selon moi n'étaient pas normales et qui remettaient en question en fait le discours et l'idéologie de gauche et donc je suis définitivement passé à droite autour de mes 23 à 24 ans je dirais. Avant de commencer, j'aimerais préciser que j'ai grandi dans une famille plutôt à gauche. J'ai eu des parents qui m'ont inculqué des valeurs, on dirait d'humanisme, de lutte contre le racisme, de tolérance, qui se revendiquaient proches des idées d'un Mélenchon. Donc c'est important à souligner parce que c'est pour dire que voilà, je suis pas
pas devenu de droite en ayant été influencé par un quelconque environnement, que ce soit familial, amical ou autre. C'est vraiment mon vécu, mes expériences, mes réflexions, mes observations qui ont provoqué ce changement de bord politique. Pour commencer, je dirais que j'ai eu du temps à avoir une conscience politique. Quand j'étais ado, je m'y intéressais pas beaucoup, mais je savais quand même que globalement, il fallait pas être de droite, parce que la droite c'était le mal, c'était les méchants, voilà, c'était les vieux réactionnaires, c'était les fachos, etc. Et du coup, je me considérais forcément comme en opposition à tout ça, donc plutôt à gauche, contre le racisme, contre l'inhumanité. Je considérais que Marine Le Pen forcément était un danger pour la démocratie, une fasciste, etc. Et je dois dire que malgré ces convictions-là, j'avais déjà assisté à des choses qui m'avaient un peu questionné. En fait, déjà à l'époque, malgré mon opposition totale à la droite, au FN, etc., j'étais témoin de choses où je me disais, c'est pas normal. Pour donner quelques exemples, un jour, donc je suis avec ma copine et des amis, on se balade dans les rues de la petite ville où j'habitais, et à un moment, dans une rue, on passe devant une quinzaine de racailles, donc on fait pas trop attention, on continue notre chemin, et là, il y a un des mecs du groupe qui commence à accoster ma copine en lui disant qu'elle est jolie, qu'il aimerait prendre son numéro, et moi j'arrive, je lui dis tout simplement qu'elle est pas intéressée, sans agressivité aucune, et promis, si Patrick Cohen nous écoute, je lui ai pas fait de remarques sur ses cheveux en le traitant de Chiquita, comprenne qui pourra. Je prends la main de ma copine, on repart, on marche 20 secondes, je me retourne, et là je vois que le mec, visiblement vexé, est en train de me foncer dessus, avec une sorte d'énorme bâton en bois, donc il m'a percuté le dos, j'ai commencé à saigner, et en fait juste après ça, on voyait en fait toute sa bande qui était en train d'arriver vers nous, de nous foncer dessus pour nous taper. Donc j'ai rien compris à ce qui s'est passé, je me rappelle avoir esquivé 2-3 droites de mecs qui arrivaient sur moi pour me frapper. Et ce genre de gars est défendu par la gauche. Ok. Incroyable. Je sais pas trop comment, mais on s'en est sorti et on a réussi à partir de ce bourbier. Ils nous ont pas poursuivis. C'est un moment qui m'a quand même marqué. C'était la première agression violente que je subissais durant ma jeunesse. Et l'autre exemple qui m'a marqué durant mon adolescence, un jour j'étais dans le bus et à un moment à l'arrière du bus, je commence à entendre des cris. Donc je me retourne et je vois une bande d'ados maghrébins qui étaient tout simplement en train de crier on baise la France. Voilà. Donc ça c'était déjà ce que je vivais à l'époque, alors que j'avais entre 15 et 18 ans quoi. Donc c'est pour dire que malgré mes convictions, je dirais plutôt de gauche, bien pensante, progressiste de l'époque, je voyais déjà des bugs dans la matrice. Au fond de moi, même si je prenais pas trop de recul par rapport à ça, parce que j'étais encore très jeune, je savais qu'il y avait un problème. Je le ressentais. Je savais que c'était pas normal de se faire traiter de sale français alors qu'on est en France. Je voyais qu'il y avait des camarades autour de moi qui ne se sentaient pas du tout appartenir à la France et qui vouaient une haine des Français. Je voyais qu'il y avait un communautarisme ethnique et culturel. Je voyais déjà tout ça. Donc les années passent. Ma conscience politique commence petit à petit à se construire. Contrairement à ce qu'on peut penser, la période des attentats de 2015 n'a pas forcément été un moment clé de ma droitisation. Ça n'a pas été un déclic particulier. J'étais pas dans le déni non plus, mais j'avais aussi un discours consistant à défendre les musulmans et à dire que évidemment, l'immense majorité des musulmans sont très bien intégrés et n'ont rien à voir avec ces terroristes. J'avais pas du tout conscience du danger et de la progression de l'islamisme et du salafisme à l'époque. Dans les années 2016, j'arrive à Grenoble pour mes études, donc je suis resté longtemps dans cette ville, donc j'ai pu faire quelques observations. Ça aide pas, hein. Grenoble, on en a tellement parlé. Attends, fais voir juste. Ah oui, Rokhaya Diallo veut décoloniser Grenoble. La ville se désolidarise. Laurent Wauquiez retire le financement de Sciences Po Grenoble à cause de son wokisme. Le maire de Grenoble finance des stages de déconstruction masculine. Et encore, hein, on a cité Grenoble dans plein d'autres vidéos, c'est juste qu'elles sont pas en titre de vidéo. Grenoble, ça a l'air d'être l'enfer sur Terre. Et il y a deux choses que je remarque assez rapidement en fréquentant cette ville. Premièrement, le nombre très élevé de racailles, de mecs dangereux, de mecs bizarres. J'ai vraiment l'impression de croiser des racailles partout. Et je le vis de plus en plus mal. J'ai l'impression qu'on ne fait pas partie du même monde quand je vois leur façon de parler, de marcher, de s'habiller, de regarder les gens, de cracher par terre, leur agressivité. J'ai vraiment l'impression que ces mecs n'ont rien à faire dans notre société. Et la deuxième chose, je commence à réaliser le nombre extrêmement élevé de femmes voilées. Et j'ai commencé à voir de plus en plus des choses que je n'avais jamais vues. J'ai commencé à voir des femmes avec des voiles de plus en plus sombres, de plus en plus rigoristes, et notamment des djilbeb. Donc en gros, c'est une tenue salafiste qu'on voit dans les pays du Moyen-Orient. Et j'ai commencé à voir des adolescentes, des petites filles voilées, et j'ai même vu une fois une femme en niqab sur le campus de Grenoble. Et c'est durant cette période-là que je commence à réaliser qu'il y a une visibilité de l'islam rigoriste qui devient trop importante dans notre pays. Parce que je veux bien avoir une certaine tolérance pour qu'il y ait toutes sortes de religions et de spiritualités en France. J'ai vraiment aucun
problème avec ça, mais il y a aussi des limites. Et voir des petites filles de 8, 9, 10 ans voilées, voir des femmes littéralement bâchées en noir de la tête aux pieds, et avoir l'impression de voir des fantômes ambulants comme si on était en Iran, je suis désolé, mais ce n'est pas dans notre culture en fait. J'ai pas grandi dans une culture qui consiste à cacher et à invisibiliser les femmes. Donc je dirais que durant ces années-là, il y a une première prise de conscience de ma part sur les problèmes culturels que pose l'islam en France et aussi en Europe. J'ai la sensation que l'islam ne s'intègre pas à la France et à sa culture, mais que c'est plutôt l'inverse. Et je trouve pas ça normal. C'est aussi un moment où je commence petit à petit à réaliser pas mal de choses concernant l'escroquerie intellectuelle de la gauche dans son discours. C'est-à-dire que la lecture gauchiste de la société est à des années-lumière de ce qui se passe en réalité et de ce que je vis moi sur le terrain. Je vous donne des exemples très concrets. J'entends depuis tout jeune dans les discours des médias que, en gros, pour schématiser, il y a les gentils gens de gauche, génération touche pas à mon pote, qui luttent contre le racisme, contre l'exclusion des gens issus d'immigration, et en face, les méchants gens de droite qui stigmatisent les populations d'origine immigrée, qui veulent les maintenir dans la pauvreté, qui ne considèrent pas les enfants d'immigrés comme français à part entière, ils sont racistes, etc. Sauf que le souci... J'avais retweeté ça, mais j'ai pas retrouvé le tweet, mais ça, on s'en fout. Julien Drey. Julien Drey, hein. Julien Drey. Julien Drey. Julien Drey. Un pays islamophobe qui permet la construction de 3000 mosquées en 15 ans, qui voit des quartiers entiers de ces villes changer de profil et de commerce, qui autorise la consommation de viande halal dans ses écoles. Heureusement, on a interdit le voile à l'école. Julien Drey, hein. Julien Drey, c'est le type qui a fondé SOS Racisme et qui a tout fait pour avoir une société pareille et maintenant se plaint de cette société qu'il a lutté à façonner. Souci, c'est que moi, dans la réalité, ce que j'ai constaté avec le temps et avec de l'observation, c'est que ce n'était pas du tout des Français racistes qui soi-disant renvoyaient les enfants d'immigrés à leurs origines, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est précisément ces enfants d'immigrés qui se renvoient absolument tout seuls à leurs origines. C'est bien eux qui affirment en permanence ne pas se sentir français et préférer leur pays d'origine. C'est eux qui affirment ne pas vouloir faire allégeance à la France et qui affichent même en partie leur détestation de la France. C'est eux qui ont une vision totalement ethnique et raciste de l'appartenance à un pays, et c'est eux qui s'auto... Et t'imagines, et c'est là qu'on avait déjà tenu cet argument et ce propos dans, alors je sais plus quelle vidéo, mais au détour d'un même sujet autour de tout ça, ces jeunes de 2e, 3e, voire même 4e génération, qui se sentent pas français, ouais, je suis arabe, je suis tunisien, je suis n'importe quel pays, qui rejettent la France par rapport à leurs origines. Ce qu'il faut se dire, précisément, c'est que ces jeunes, très souvent, n'ont jamais vécu dans leur pays d'origine, voire n'ont jamais été dans leur pays d'origine. Et s'ils vont dans leur pays d'origine, ils subissent du racisme, ils se font traiter de sales français. Parce qu'ils n'ont pas les codes de leurs origines. Et donc, en fait, ils ont un peu le cul entre deux chaises. Ils se font rejeter en France, ils rejettent la France, mais ils se font rejeter dans leur pays d'origine. Et ils ont une frustration sur les deux côtés du tableau. C'est pas une excuse que je suis en train de leur donner. Je vous explique leur contexte et leur bordel dans leur tête. Et au lieu d'essayer de s'intégrer au moins en France, ils préfèrent rejeter la France. Incroyable. Exclus de la communauté nationale en réalité. Donc il y a une vraie hypocrisie à ce niveau-là. Et qu'on me sorte pas l'argument du oui mais eux ils ont des origines, c'est différent, c'est normal, etc. Parce que moi je ne suis pas d'origine française, j'ai toute une partie de ma famille qui est d'origine italienne et qui vient du Maroc. Donc je sais très bien ce que c'est d'avoir des parents, des grands-parents étrangers et immigrés. J'ai grandi avec ça et je n'ai jamais été dans une logique communautariste. Et j'ai pas du tout été éduqué comme ça. Donc cet argument, ça marche pas avec moi. Autre exemple, quand j'entends la gauche qui dit que ce sont les discours d'extrême droite, de Le Pen, de Zemmour, qui font renaître le racisme et la conscience raciale, moi ça me fait bien rire parce que moi pendant très longtemps, je n'avais aucune conscience d'être blanc, je m'en foutais totalement des origines ethniques des gens. Et ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est pas du tout les discours de l'extrême droite, c'est au contraire les discours d'extrême gauche, obsédés par la race, qui parlent de blanchité et de personnes racisées, de fragilité blanche, qui excluent les blancs lors d'ateliers non mixtes ou encore lors de concerts ou de festivals interdits aux blancs, ou sur des campus comme celui d'Evergreen aux États-Unis, et tout ça au nom de l'antiracisme. Alors ça me fait bien rire aussi. Hein. Moi à la base, j'avais aucun mal à lutter contre le racisme. Bien... Alors c'est pareil. Hein. On va faire des pauses pour. Je vous envoie vers d'autres vidéos. Tac. Mais surtout donc le business de l'antiracisme.
C'est tout un business, hein, l'antiracisme. Alors, je sais plus si j'ai tapé antiracisme tout attaché ou pas attaché. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'antiracisme, mais par exemple, je peux vous conseiller celle-là qui dure que 6 minutes, hein, quand l'antiracisme est raciste. Et c'est une des rares vidéos que j'avais fait avec mon frère à l'époque, qui est très intéressant. Sur un... Je demanderais d'arrêter de dire que je suis un homme noir. La race partout, avant que le virus de rectitude politique de la politique identitaire n'avait pas encore contaminé les esprits, et quand les universités encourageaient le débat au lieu de protéger les petits lapins de mauvaises pensées, les antiracistes rêvaient d'un monde où la race n'avait aucune importance. Oui, on est d'accord, c'est une débilité. Mais... En fait, ça tombe tellement sous le sens, c'est d'une logique... Bref, je vous laisse la vidéo dans la description si vous voulez aller regarder, mais pareil, ce business de l'antiracisme, je vois double, pas de son. Ah merde, ah oui, c'était parce que c'était trop faible, Mais il n'y a pas grand chose d'intéressant. Arrêtez d'en parler. Je ne dirai pas. Le micro était dégueulasse à l'époque aussi. Je te demanderai d'arrêter de dire que je suis un homme noir. La race partout, avant que le virus de rectitude politique de la politique identitaire n'avait pas encore contaminé les esprits, et quand les universités encourageaient le débat au lieu de protéger les petits lapins de mauvaises pensées, les antiracistes rêvaient d'un monde où la race n'avait aucune importance. Oui, on est d'accord, c'est une débilité. Mais... En fait, ça tombe tellement sous le sens, c'est d'une logique débilisante. Non, mais c'est ça, c'est 2 + 2 = 4, quoi. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir cette logique. C'est un truc de fou. C'est ouf. Je vous invite à regarder, hein, ça. On va reprendre le témoignage. Mais quand l'antiracisme est raciste, c'est très intéressant. On est en plein dedans, on est vraiment en plein dedans. Alors, je vais ouvrir ça pour après. Mademoiselle. Mademoiselle. Ah oui, et Grenoble, là, évidemment. Mais bon, on va continuer le témoignage, écoutez ça. Bien au contraire, sauf que l'antiracisme, quand ça se transforme en propos anti-blancs et anti-occidentaux, quand on en vient à dénigrer, insulter, interdire des choses aux blancs parce qu'ils sont blancs, là il y a une dérive. On n'est plus dans l'antiracisme, on est purement dans de la haine du blanc. On va pas s'auto-flageller non plus, hein, faut pas rêver. Et je remarque que le discours gauchiste va toujours plus loin dans ses conneries. Par exemple, pour moi, expulser un étranger délinquant ou sous OQTF, c'est quelque chose de normal, c'est même pas une question d'être de droite ou de gauche, ça devrait faire l'unanimité. On n'a pas à garder sur notre territoire des individus dangereux qui ne respectent pas nos lois. Les expulser, c'est le bon sens élémentaire. Et ben pour un gauchiste, ça, c'est déjà du fascisme en fait. Donc vouloir se protéger d'individus dangereux ou condamnés qui nous agressent ou nous menacent, c'est être un facho. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est lunaire. J'entends également de plus en plus la gauche défendre des racailles et des délinquants et un certain laxisme judiciaire de manière générale. Et c'est quelque chose qui commence vraiment à me dégoûter. Parce que je suis désolé, mais quand on a des jeunes qui, par exemple, se croient dans GTA, qui refusent d'obtempérer, qui font des délits de fuite, avec un véhicule volé, sans permis. Le problème de base, déjà, c'est ce jeune, en fait. Avant de savoir comment la course-poursuite se finit, il y a déjà un problème de comportement avec le jeune. C'est pas la police qui fait son possible pour neutraliser un individu dangereux qui peut par ailleurs sur sa route tuer des innocents comme ça arrive très régulièrement. Et on l'a bien vu avec le cas Naël qui a été symptomatique, mais il y a d'innombrables autres cas où des jeunes au casier judiciaire long comme le bras font des délits de fuite, finissent même parfois par se tuer tout seuls. Et il y a toujours des abrutis de la France insoumise, je suis désolé du terme, qui vont dire que les policiers sont horribles, qu'un jeune ne mérite pas de mourir pour ça, etc. Et vraiment, cette faculté à défendre ceux qui enfreignent la loi, ça me répugne de plus en plus. Je commence aussi à entendre de plus en plus de conneries sur un tout autre sujet, qui concerne en gros les luttes LGBT. Je commence à entendre qu'il n'y aurait pas de différence homme-femme, que les différences sont uniquement des constructions sociales, qu'on peut être une femme et avoir un pénis et vice-versa, que les hommes peuvent être enceints et avoir leurs règles, que dire qu'il y a des hommes et des femmes, c'est avoir une vision binaire de la société, parce qu'il y a aussi plein d'autres genres, qu'il y a des non-binaires, des gender fluides, donc des gens qui ne s'identifient ni comme hommes ni comme femmes, ou qui s'identifient homme un jour, femme le lendemain, en fonction de leur envie. Comme si être une femme ou un homme, c'était avoir une paire de baskets blanches ou bleues. Et ça, pareil. Hein. En fait, cette vidéo, elle va surtout me servir à renvoyer vers pas mal de sujets. J'ai toute une playlist qui s'appelle « La disparition des femmes », si la question vous intéresse. Pourquoi est-ce qu'on dit homme enceinte? Pourquoi est-ce qu'on dit trou de devant plutôt que vagin? Pourquoi? Et ainsi de suite. Il y a toute une vidéo qui s'appelle « La disparition des femmes » à ce sujet. Faites-vous plaisir. Je vois tout ça et là je me dis waouh, on nage vraiment en plein délire. On est face à des gens qui sont dans une pure idéologie. Et le pire c'est que ces personnes délégitiment totalement tout un tas de personnes homosexuelles ou trans qui ne se reconnaissent pas du tout dans ces mouvements et qui n'en peuvent plus de ça aussi. Pour l'anecdote, je me suis un jour fait draguer par une trans colombienne. C'était un moment assez drôle. Alors je lui ai dit que j'étais pas intéressé, que j'étais de toute façon en couple, mais on a grave bien discuté, notamment du sujet de la transition, puisque c'était une fille qui était un garçon avant, et elle m'a clairement dit qu'elle était pas du tout dans les délires LGBT,
qu'elle avait fait ça à titre personnel, mais qu'elle avait pas du tout envie qu'on en vienne à endoctriner des jeunes et qu'on en vienne à tous ces délires. Et elle m'a même dit que si elle était française, elle voterait pour Marine Le Pen, voire Zemmour, parce qu'elle était en accord avec leurs idées et que... Et ça aussi, on en avait parlé, les LGBT ont voté plus pour la droite que pour la gauche. Sur les réseaux sociaux, ils veulent te faire croire que les LGBT ont surtout voté à gauche, voire l'extrême gauche, et que ça n'existe pas des LGBT, des trans, des gays de droite. Mais en fait, c'est débile, parce qu'il n'y a rien que Florian Philippot, quoi. LGBT vote à droite. Voilà, les LGBT ont voté Macron, je vous invite à regarder ces vidéos. Ça va ouvrir plein de vidéos dans les sources, mais ça ouvre plein de sujets en fait dont on a déjà abordé. En gros, elle avait bien remarqué qu'il y avait beaucoup plus de tolérance pour les homos et les trans chez les occidentaux que dans d'autres régions du monde. Donc c'était une discussion hyper intéressante et ça m'a permis aussi de réaliser qu'il y avait plein de personnes non hétérosexuelles qui étaient ce qu'elles étaient à titre individuel et en raison d'un besoin et pas d'une mode idéologique et qui font chier personne et qui ne demandent pas du tout à ce qu'on remette en cause toutes les structures de la société. Donc il faut vraiment distinguer ces personnes-là qui pour moi ont toute leur place dans la société, des militants non binaires, cheveux bleus, maquillage, moustache qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux et qui ne sont rien d'autre que des caricatures. Donc en fait, plus les années passent, plus j'entends des gens de gauche parler, plus je me rends compte que la gauche est une vaste escroquerie en fait. Il avait de source pour dire que les LGBT votent plus à droite qu'à gauche. Bah, c'est sourcé. Faut regarder dans la vidéo, mais en fait, il y a eu tout un sondage, je sais plus de quel institut de sondage. Faut regarder la vidéo, mais c'est sourcé, c'est un vrai sondage fait par le gouvernement pendant les élections et tout ça. Blablabla. Je vois vraiment ces gens comme des guignols, des gens qui sont dans un monde parallèle, qui sont totalement déconnectés de la réalité et qui sont bourrés de contradictions. Alors un autre événement qui m'a également marqué et qui a été un tournant, ça a été lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Moi, ça m'a particulièrement affecté en tant que passionné d'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, on avait un suivi en direct sur les réseaux sociaux pour voir les... J'ai déjà vu passer... Ah, t'es passionné d'histoire? T'es d'extrême droite? T'es facho alors? What? C'est quoi le rapport? On l'a vu aussi avec la crise des agriculteurs, avec la colère des agriculteurs. Vous vous rappelez du curé qui bénissait les tracteurs. Et t'as un journaliste, il a 40 ans de journalisme derrière lui, qui dit on en est là avec l'extrême droite, quoi. Enfin, je sais plus comment il avait dit ça, mais grosso merdo, le curé, il était d'extrême droite parce qu'il bénissait les tracteurs. Et qu'il le faisait librement à la vue de tout le monde. C'est incroyable. Incroyable. Évolution. Et en fait, vous savez, sous les publications, il y a ces fameuses émoticônes pour réagir, donc joyeux, triste, surpris. Donc il y a des publications en direct de Notre-Dame en feu. Il y a évidemment beaucoup de réactions tristes. Et au milieu de tout ça, je vois des émoticônes morts de rire. Donc ça m'interpelle, je me demande pourquoi il y a ça. Je clique pour voir les profils des personnes. Et là, je peux pas m'empêcher de faire un constat. C'est que 90% des gens qui cliquent sur l'émoticône mort de rire sont des profils avec un nom à consonance maghrébine. Et je me rappelle aussi avoir lu un tweet. Et généralement des drapeaux palestiniens, c'est la nouvelle tendance, les drapeaux palestiniens, ça a totalement remplacé les drapeaux LGBT et trans sur les réseaux sociaux. D'une certaine Hafsa Askar, je crois, qui était une membre de l'UNEF, qui disait dans son tweet quelque chose du style pourquoi les gens pleurent pour des bouts de bois, voilà, je m'en fous de Notre-Dame et de l'histoire de France, on s'en bat les couilles, c'est votre délire de petits blancs. Je crois qu'à ce moment-là, c'est peut-être la première fois de ma vie où j'ai vraiment ressenti de la haine. Vraiment, je suis sorti de mes gonds. Parce que on a des gens qui ne se contentent pas d'être indifférents au fait qu'un monument historique brûle. Ces gens-là sont littéralement morts de rire. Voilà, notre malheur, ça les rend heureux. Et là, vraiment, je me suis dit, on a un ennemi intérieur. C'est factuel. On a des gens qui vivent dans ce pays, qui profitent de tous ces avantages, de ces aides, de son cadre de vie, qui le... Et ça, pareil, hein. Nouvelle pause, mais évidemment, on en a parlé. Alors, je sais plus si j'avais tapé RSA dans le titre. Non, c'est CAF, peut-être, j'ai tapé. Non, c'est Alloc, alors, je sais plus. Oui, on en a parlé plusieurs. On en a parlé plein de fois, mais notamment celui-là. Un youtubeur explique comment frauder les allocations handicapées. Aurore Berger intervient. 1800 € d'alloc sans rien foutre. Et elle profite des allocs et veut imposer l'africanité pour se venger des Français. Tout ça, je vous le laisse dans la description. N'hésitez pas à partager partout autour de vous toutes ces vidéos, tous ces sujets. Il faut faire rayonner ces informations. Il faut un youtubeur montrer aux gens, mais montrer aux gens la décadence de cette société et surtout de tous ceux qui respectent rien. On a tout. Évidemment, il y a plein d'autres vidéos à ce sujet. Si je vous parlais de toutes les vidéos que j'ai fait, on n'aura pas fini. Le détestent et qui sont tellement à l'aise avec ça qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de mépriser des
petits blancs qui sont juste tristes de voir leur patrimoine détruit. Et là, vraiment, je me dis, c'est pas possible. On peut pas accepter ça. Voilà, il y a eu un vrai déclic ce jour-là. Donc toujours en 2019, il se passe quelque chose qui va conforter ma transition politique à droite. Je fais un service civique dans une association dont le but est en gros de venir en aide aux enfants des quartiers de banlieue en les aidant dans leurs devoirs, en les amenant à des sorties culturelles. Donc sur le papier, c'est quelque chose de très bien et ça a quand même été une expérience enrichissante pour moi. Seulement, il y a un truc que je ne savais pas, c'est qu'en arrivant dans cette association, je suis tombé dans un bastion d'extrême gauche. Et j'ai entendu des trucs qui m'ont fait soit halluciner, soit réfléchir. Donc un jour, je suis avec 2 collègues, un mec et une fille. On a fini notre travail, il n'y a plus grand chose à faire. Donc on commence à discuter, à danser. Le mec commence à danser. Et ce qui se passe, c'est que la fille commence à rigoler. Et elle dit quelque chose du style Eh mais vas-y, arrête de danser comme les blancs là. Et moi j'entends ça. Et interloqué, directement je réagis en disant Eh mais c'est un peu du racisme de dire ça, non? Et là la meuf me rétorque en rigolant Ah ouais, c'est le fameux racisme anti-blanc, c'est ça? Mais sache que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Donc je me suis dit Et en fait, au final, le seul racisme qui existe, c'est le racisme systémique anti-blanc de la part de ces gens-là. Mais si moi j'avais dit arrête de danser comme un noir ou comme un bougnoul, elle aurait dit quoi, cette fille? Autre anecdote, un jour on devait créer un profil d'une personne fictive Facebook liée à l'association pour avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et sur le moment, on était avec quelques personnes, dont des femmes maghrébines. Et pour le profil, on devait choisir un prénom et on en vient à choisir Julie vraiment par hasard. Et là en fait, il y a l'une des filles maghrébines qui commence de suite à réagir et à contester en disant Eh mais pourquoi Julie forcément, pourquoi pas Fatima, pourquoi pas Shaima? Donc on s'est limite pris la tête pour un prénom. Et après quoi, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était quand même révélateur de plusieurs choses. La première, c'est fou ce culot qu'ont ces gens à contester la culture française alors qu'on est en France. Je veux dire, on n'est pas en Inde, on n'est pas en Chine, on n'est pas au Mexique. Ça me semble pas complètement hallucinant qu'en France, les prénoms usuels qui nous viennent naturellement en tête soient des prénoms français. Enfin, je veux dire, à 2 doigts de nous excuser de baigner dans la culture française en France, quoi. La deuxième chose, c'est que cette fille, elle était dans un paradoxe et une contradiction totale. Parce que c'était une fille qui, par exemple, détestait quelqu'un comme Éric Zemmour, mais qui en fait, paradoxalement, avait exactement le même raisonnement que Zemmour, puisque en fait, Zemmour parle aussi des prénoms. Donc en fait, c'est marrant de voir que le racisme, c'est quand ça les arrange. Quand il faut revendiquer l'attachement à la culture française, ces gens-là te traitent de raciste, mais quand il s'agit de revendiquer l'attachement à leur culture d'origine contre la culture française, là bizarrement c'est plus raciste. Et c'est marrant parce que sans le vouloir, cette fille a quelque part donné raison à Éric Zemmour. C'est-à-dire que les prénoms ne sont effectivement pas quelque chose qu'on donne au hasard, les prénoms sont des marqueurs culturels et linguistiques et s'inscrivent dans l'appartenance à une culture. J'ai pris conscience à ce moment-là de la bataille culturelle qu'il y avait en France entre la culture française et des personnes qui ne veulent pas s'approprier cette culture, mais qui cherchent à... Et comme d'hab, hein, ceux qui veulent pas s'approprier cette culture, c'est pas les Suédois, les Finlandais, les Asiatiques, les Japonais, les Mexicains, c'est toujours le même pattern. Vous avez remarqué? à imposer des cultures étrangères, alors que ces personnes-là sont censées être françaises. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et par ailleurs, si moi, je cherchais absolument à imposer la culture française dans un pays étranger, je me demande... Ah bon, on est d'accord, hein, Chris, hein, je bosse avec des blagues, des rebeux autant que de Corse. Le problème vient des gens toxiques et intolérants, peu importe d'où ils viennent. Moi, j'ai bossé pendant 15 ans dans le pétrole et pendant 7 ans dans l'informatique. J'ai quasiment jamais eu, c'est ouf, j'ai quasiment jamais eu de collègues français de souche. Il y avait des Sénégalais, des Tunisiens, des Allemands, enfin bref, comment on appelle ça? Des gens de Madagascar, c'est des Malgaches, des Réunionnais, bref, partout, partout. Mais des gens bien intégrés, polis, bien éduqués, bien instruits, qui respectaient leur société, qui respectaient le tout. Et c'est ça le problème, c'est que eux subissent un effet ultra contre-productif de tous ces pignoufs qui chient sur la France et qui détruisent leur image, en fait. Grosso merdo, franchement, grosso merdo, pour faire une analogie rapide et un comparatif rapide, c'est exactement la même chose que les militants ultra woke LGBT, les militants ultra woke trans, qui détruisent l'image des LGBT et des trans. Et du coup, ceux qui sont juste trans, qui sont bien intégrés, qui font chier personne, qui veulent juste vivre leur vie tranquillement dans leur coin, se font emmerder par ces militants sous prétexte de camp du bien, sous prétexte d'idéologie, alors que c'est juste ultra contre-productif.
comment les habitants du pays le percevraient. Je pourrais vous raconter beaucoup d'autres choses, dont des anecdotes sur la haine de la police, ou le communautarisme des élèves dans des collèges où j'intervenais, mais voilà, je vais pas trop m'attarder sur ce service civique. Donc bref, tout ça pour dire que cette ambiance a suffi à me dégoûter encore plus de ces mouvements de gauche, antifa, etc. et à conforter encore plus mes positions à droite. C'est aussi durant cette période que je me procure des livres pour en savoir plus sur la situation des banlieues, parce que j'en entends parler. Donc je lis principalement 2 livres, Les territoires perdus de la République et Une France soumise. Ces 2 livres m'ont définitivement ancré dans mes opinions. J'ai tweeté ça il y a pas longtemps, là, regarde. Je l'ai tweeté hier ou avant-hier. Bon, je vais te montrer. Un exemple concret. Un exemple concret. On va foutre ça par là. Oh, bah bon rétablissement à toi, Marcus. Attends, clac, clac, clac. J'ai tweeté ça il y a pas longtemps. Là, j'ai dit ceci. J'en ai recalé plein des candidats comme ça. Cette façon de parler ne peut que t'attirer des problèmes. Peu importe l'instruction, les diplômes, l'éducation et le comportement sont primordiaux. Parce que oui, comme j'étais administrateur système et réseau, je me constituais mon équipe et du coup, bah, je participais à l'embauche des techniciens qui allaient m'aider dans mon travail. Donc, j'avais évidemment le droit de regard sur qui on allait embaucher et sur qui on n'allait pas embaucher. Regardez comment il parle. Malgré son bac plus 5 et sa bonne volonté. Deuxième entretien. 2 personnes encore différentes. Tu vois, un mec et une meuf, mais ils kiffent, tu vois. Je dis vas-y et tout. Moi, je présente. Rien que ça, tu vois, moi déjà, c'est éliminatoire. Rien que ça, c'est éliminatoire. Vous allez me donner une réponse là. Ils me disent 3e entretien. Je dis wesh, là ça commence à faire long, mais tu vois. Tu connais quand t'es en galère, quand t'es en hesse, tu fais des concessions, tu te dis vas-y, prends ton mal en patience, tranquille, vas-y. 3e entretien. Ça, déjà, c'est incroyable qu'il ait réussi à avoir 3 entretiens. C'est que vraiment, dans la boîte, à mon avis, il se posait la question de ouais, mais non, mais. Moi, c'est dès le premier entretien, un mec qui parle comme ça dégage. C'est que un nid à problème, en fait. C'est que des nids à problème, ces gens-là. C'est que des nids à problème. Et j'en ai travaillé. Je sais pas si les Tunisiens, Marocains, j'en ai eu en tant que technicien. Les mecs, c'était des crèmes, c'était des techniciens hors pair. Mais ils étaient bien éduqués. Ils vivaient dans une cité. J'allais dire dans une saucisse. Ils vivaient dans une cité, mais ils voulaient s'en sortir. Il n'y avait pas de casquette à l'envers, il n'y avait pas de wesh, il n'y avait pas de wallah, il n'y avait pas de... Non, ils étaient instruits, ils étaient éduqués, ils étaient civilisés. Politique, sans retour possible. Ils étaient respectueux. Ils cherchaient pas des boucs émissaires, ouais, mais c'est parce qu'ils sont racistes et tout. Il n'y a aucun racisme là-dedans. Même si t'as un blanc de souche qui vient du Gers, qui parle comme ça, je l'embauche pas. Jamais de la vie, je l'embauche. C'est des nids à problème. Ce qu'on y lit est complètement hallucinant et complètement alarmant sur ce qui se passe. C'est le terme de poursuivre pour discrimination raciale. Elle est où la discrimination raciale? Bah, qu'ils les embauchent, hein. Qu'ils les embauchent. Puis on verra combien de temps elle tiendra leur boîte. Dans certains territoires en France, depuis 20 ans, on a des élus politiques, des assistantes sociales, des médecins, des profs, des policiers. C'est totalement faux de dire évidemment que tous les Arabes ont ce mauvais comportement. Non, c'est totalement faux. C'est justement un petit pourcentage de pignoufs comme ça qui stigmatise et qui rend totalement contre-productif l'image des autres, qui souffrent du coup de ces amalgames à la con, de ces délinquants et ces racailles à la con. Et il y a des blancs aussi qui parlent comme ça. Hein. Il y en a plein que j'ai recalés comme ça. Hein. Parce qu'ils baignent dans une espèce de mélasse de déchets. Enfin, c'est rien. Tu peux rien en faire de ces gens-là. Des gens de droite, de gauche, qui témoignent de ce qu'ils vivent quotidiennement depuis 20 ans dans ces banlieues, et l'expression n'est pas exagérée, sont littéralement des territoires perdus de la République et de la France. On n'est plus en France dans ces territoires, que ce soit dans la culture, dans le droit. On a même des profs de gauche qui avouent eux-mêmes que le discours misérabiliste sur la banlieue a été totalement idéologique, caricatural et dangereux, puisqu'ils savent très bien que ces banlieues sont gavées d'argent public et qu'elles sont dotées en grande majorité de toutes les infrastructures et les associations qu'il faut. Et je le sais parce que je l'ai vu aussi, j'ai travaillé dans les cités de Grenoble, j'ai habité à Nanterre, à littéralement 100 mètres d'où Naël s'est fait tuer. Donc j'ai fréquenté la banlieue, j'ai bien vu qu'on n'était pas du tout dans des territoires ghettoisés, abandonnés, horribles, comme on nous les décrit dans les médias. Et ils sont parfois même bien plus connectés au pôle économique et ils bénéficient de bien plus d'avantages par rapport aux campagnes, par exemple. Donc je ne supporte plus ce discours victimaire sur la banlieue qui est totalement faux. En 2020... Et tu regardes ta macho, donc tu confirmes, regarde, c'est très pertinent ton commentaire. Donc tu confirmes que le problème vient de l'éducation
et non pas de la race. Alors pourquoi ce focus sur les Arabes et les Noirs, Psycho? Alors du coup, c'est à toi de m'expliquer plutôt. Je te retourne la question. Pourquoi pourquoi les faits divers sont en surabondance de ces gens-là? C'est pas à moi de demander des comptes là-dessus. Explique-moi pourquoi les 10 derniers attentats sont à cause de l'islam. Explique-moi pourquoi tous les faits divers et les OQTF et tout le bazar sont pas de Français de souche. Et je dis pas que les Français de souche n'ont pas de criminels aussi. Mais il y a un prorata. Et on l'a fait d'ailleurs. Attends, oh putain. Comment je l'avais appelé la vidéo? C'est très pertinent ta question. Mais on y a répondu. J'ai répondu plus en détail. On va pas répondre à ce moment-là en détail. Mais je la retrouverai jamais. J'avais fait une vidéo sur les statistiques justement qui expliquait. Alors c'était il y a pas si longtemps. On va essayer de la retrouver. Qui expliquait justement, qui démontrait plutôt que les immigrés venant d'Afrique ont 6 fois plus de méfaits et de délits que l'immigration européenne, ou extra-européenne même. Mais c'était il y a si longtemps que ça, ces trucs-là. Ça fait longtemps. Ça va tellement vite, hein, les vidéos. Hein, c'est... Et je sais plus dans quelle vidéo on en a parlé. En plus, je me rappelle même plus de la miniature. Tu vois, par exemple, la justice à crash. Je vous mets cette vidéo aussi de côté. Il y a également un énorme problème avec la justice en France. Je ne retrouverai pas la vidéo sur les statistiques, mais c'est pas grave. Je la retrouverai plus tard. Je ne vais pas la chercher maintenant. Tu vois, par exemple, cette vidéo-ci, je crois que la justice à crash. Voici un état désastreux de la justice française actuelle. Le cas d'Al-Joudi à crash, 40 ans de condamnation laxiste, et toujours aucune décision sérieuse prise. Quand le mec s'est fait arrêter 80 fois par la police et qu'il est relâché, il y a un problème avec la justice. Comment tu veux endiguer la délinquance et la racaille? Comment tu veux endiguer tous ces problèmes si, en fait, pour eux, aller en prison, c'est un palmarès? Tu vois la gueule des prisons, c'est des Airbnb ultra pimpés. Et tout ce qu'ils risquent, c'est d'être arrêté une 27e fois et d'être relâché avec 1 mois de sursis. Et de l'autre côté, t'as des gens qui mettent des affiches pour Naël, qui mettent des affiches pour Thomas, qui ont de la prison ferme. Et là, tu dis, il y a un problème. Il y a vraiment un énorme problème. Un énorme problème de ce côté-là. Alors, je sais pas si en mettant statistiques délinquance, je tomberai sur la vidéo, mais je pense pas. Je sais plus comment je l'ai appelée, cette vidéo. Mais c'est pas grave, je la retrouverai plus tard. Tu vois, par exemple, 120 000 OQTF par an, seuls 6% sont appliqués. On a presque 1 million d'OQTF. 1 million d'OQTF qui sont pas appliqués. La vidéo sur Bordeaux aussi. Avec les gens d'ultra-extrême gauche qui expliquent qu'il ne faut pas punir les agresseurs racisés parce que ça les stigmatise. Du coup, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? Toi qui as posé la question, là. On ferme les yeux? Non, mais... Oh là là! Mais non, mais il n'y a rien qui se passe. C'est des Français comme vous et moi. Il y a un problème. Et il faut affronter cette réalité les yeux dans les yeux. En face, il y a un problème. Avec l'immigration clandestine et avec l'immigration légale aussi. Il y a un problème. De leur détestation de la France. Pas toutes. C'est un petit pourcentage. Mais ce petit pourcentage, il ne faut pas fermer les yeux. Il faut garder les yeux ouverts. Parce que c'est en fermant les yeux que le problème grossit. Jusqu'à ce qu'il devient intenable et ingérable. Oui, Marc Vanguard sur Twitter en parle beaucoup, ouais, c'est vrai. Mais j'avais fait une vidéo là-dessus. Ah, mais attends, si je tape psychologique Marc Vanguard, peut-être que Marc Vanguard... Ouais, c'est trop... Ah bah tiens, ça doit être ça. J'ai dû en parler là. Je pense que j'ai dû en parler là. Parce que c'était le cas de Thaïs. On traite de fou allié. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Thaïs Descuffon et l'hypocrisie de la gauche fish and chips sur les statistiques ethniques. Je vous invite à regarder ça. J'ai tout développé là-dedans, ça sert à rien de revenir dessus. Bref, on reprend. 21, nouvelle étape, j'arrive à Paris pour mes études, et là encore j'ai vu plusieurs choses qui n'ont fait que conforter mes positions. Donc déjà par rapport à l'insécurité, j'ai vécu 2 situations où j'ai vraiment eu peur. La première, je me suis fait suivre au Louvre, c'était à peine mon 3e jour à Paris, donc je venais d'arriver, et je me suis fait suivre durant 20 minutes par un homme, donc c'était très flippant. Et une autre fois, j'étais dans le métro, et... Alors, c'est pareil, hein, je coupe, je suis désolé, mais évidemment.
Récemment, j'ai tweeté un truc sur c'est pas grave, on va pas retrouver le tweet. Mais récemment, j'ai tweeté un truc. Il y a eu un viol rue de Rivoli. Il y a eu un viol rue de Rivoli. Moi, j'ai juste tweeté en dessous. Je connais bien rue de Rivoli. Et c'est devenu un coupe-gorge la nuit. En sortant du resto, c'est un coupe-gorge. T'as des SDF, des tags, des racailles de partout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus de passants. Il n'y a plus de touristes. Il n'y a plus rien. C'est un coupe-gorge. Et quelqu'un me dit « Ouais, t'es qu'un gros facho raciste. Ou d'où à Rivoli, c'est un coupe-gorge et tout. » Il tweet à ma réponse là-dessus où je répondais à un fait divers où il y avait une nana qui s'est fait violer rue de Rivoli. Et c'est moi le problème, raciste facho. Alors que Rivoli, c'est devenu un coupe-gorge. Ce qui ne devrait jamais être possible. Même à 2 h du matin. Tu devrais te sentir en ultra sécurité non-stop. Dans des endroits comme ça. Et bah t'es même là. T'es plus en sécurité. Et plutôt que d'ouvrir les yeux et de dire « Oh, il y a un problème de sécurité », c'est « Non ! Si tu dis qu'il y a un problème, c'est que t'es facho d'extrême droite !» T'imagines le niveau de gaminerie de ces gens-là? Le niveau de non-cerveau disponible au bout d'un moment? Ou d'hypocrisie plutôt? C'est hallucinant. À un moment, il y a une dame assez âgée qui vient me voir en tremblant. Elle est totalement apeurée et elle me dit Monsieur, vous descendez à quel arrêt ?» Je lui demande pourquoi. Elle me dit parce que vous voyez les 3 jeunes qui sont là-bas, ils me suivent depuis tout à l'heure, ils me regardent. Quand je fais mine de descendre, ils descendent aussi. Voilà, je vois qu'ils m'observent et qu'ils me suivent. Et effectivement, j'avais repéré ces jeunes en entrant dans le métro avant parce qu'ils avaient un comportement hyper bizarre. Donc je lui propose qu'on descende en même temps et que je l'accompagne pour la rassurer. Arrive notre arrêt, on descend et là, pas manqué, les 3 racailles descendent en même temps que nous. Donc là, je commence à être un peu inquiet, je me demande comment ça va se passer. On marche jusqu'à la sortie en évitant de les regarder, mais je sens qu'ils sont juste derrière nous. Et là, j'en entends un qui dit un truc du style ouais, tu veux quoi toi, pourquoi tu me regardes? Donc il me l'a dit dans un français approximatif, j'entendais un accent arabe, donc je comprenais pas tout. Donc moi, je veux calmer le truc, donc je lui dis y a rien du tout. Et là, il commence à devenir agressif et à faire genre qu'il veut me frapper. Voilà, genre il me fait des sortes de feintes. Donc moi, pour le coup, je suis seul avec une vieille dame, j'ai 3 racailles en face de moi qui sont agressives, qui sont peut-être armées. Moi, je ne suis pas armé. J'ai lu beaucoup de faits divers où des jeunes se font poignarder pour rien du tout. Je veux clairement pas finir comme ça. Donc, je cherche pas à comprendre. Je prends la dame avec moi et je fais en sorte de marcher le plus vite possible en appelant la police. Donc, on a marché quelques mètres et finalement, après coup, ils étaient partis. Ah oui, il y a aussi eu une fois où j'ai pas eu peur. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis dans le bus ou dans le métro et il y a une nana qui m'accoste en mode je te connais depuis super longtemps. Hey, salut, je te connais et tout, c'est génial, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, blablabla. Moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, t'es qui? Bonjour. Mais, et là, je suis dans ma tête, je fais, j'ai tellement tête en l'air, je me dis, mais attends, mais je la connais pas. Bon, je fais semblant que je la connais. Hein. Je me dis, putain, si c'est une copine d'école et que j'ai oublié, elle va le prendre mal. Et généralement, c'est après quelques secondes que je vois qu'en fait, elle se fait emmerder par des racailles et qu'elle fait semblant qu'elle connaît quelqu'un pour éloigner les racailles. Ça marche, généralement. Et dans le bus, putain, les racailles voulaient pas nous lâcher. Au bout d'un moment, je dis non, mais oh gros, c'est ma sœur. Tu t'emmerdes pas ma sœur. T'as pas de sœur? Et généralement, ils sont partis. Mais c'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. D'être une femme à notre époque, c'est un enfer. Enfin, d'être une femme à notre époque dans cette société où tout est à l'abandon, où il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police, c'est infernal. Infernal. Peur, mais où j'ai vu une scène complètement incroyable où des agents de sûreté de la RATP fumaient des clopes avec des pickpockets. C'était à Franklin Roosevelt dans la rue et en fait je vois des pickpockets s'embrouiller avec des touristes, donc je comprends que elles ont essayé de les voler et juste après je vois des agents de la RATP arriver, donc je me dis ok c'est bon, elles vont prendre cher. Ben non, pas du tout. Les agents de la RATP étaient littéralement en train de rigoler avec elles, de fumer des... Et on en avait parlé, je sais plus dans quelle vidéo, mais oui, il y a eu un témoignage et un fait divers sur le fait que l'agent de la RATP travaillait en joint venture avec les pickpockets et leur disait là, il y a tel touriste qui a l'air d'avoir des trucs intéressants, là, il y a tel touriste, vous pouvez passer par là, là, attention, il y a des agents, passez par-ci. Qui leur donnait des infos. Ah mais oui, je sais, c'est le témoignage de... Comment il s'appelait le youtubeur qui avait fait le témoignage là-dessus? Comment il s'appelait le youtubeur qui avait fait un témoignage là-dessus? Ça avait fait une mini polémique là-dessus. Mince, psychodélique, témoignage, voleur. Là, on frappe, on vole, la police nous fera rien. Je vous invite à regarder ça. Ça va faire beaucoup de vidéos dans les sources. Des voleurs expliquent l'impunité et la liberté de voler
qui ils veulent. Et c'est justement dans cet endroit-là où un gars explique qu'il est rencardé par un agent de la RATP. J'ai complètement Ou halluciné. SNCF, En je tout sais cas, plus. vivement les JO 2024. Et par ailleurs, à Paris, j'étais aussi dans une école où il y avait une forte influence de la gauche dans certains cours et dans les discours de certains. Donc là aussi, j'ai vu deux situations qui m'ont semblé totalement surréalistes. La première, on avait un cours de communication politique et on devait faire un exercice en créant un prospectus sur un candidat fictif à la présidentielle et sur un sujet. Donc avec mon groupe, comme candidat fictif, on choisit Anne-Claire Coudray, vraiment par hasard. Et comme sujet, on choisit le sujet de la défense nationale et de la sécurité. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce qu'on était dans le contexte de pleine guerre en Ukraine et on en parlait beaucoup. Donc ça nous a semblé naturel. Au moment où on va au tableau pour faire notre exposé, je le savais pas encore, mais on n'aurait jamais dû choisir ce sujet. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que apparemment, parler de sécurité en France, c'est un sujet de droite. Donc faut pas en parler. Voilà. Par contre, quand ils expulsent tous les migrants en Algérie et qu'ils les balancent dans le désert ou qu'ils les tabassent ou qu'ils leur foutent leur feu, là, c'est une politique de protection du pays. Au Japon, quand ils protègent, c'est une politique de... Par contre, en France, c'est raciste. L'hypocrisie de ces gens-là est hallucinante. Non, vous n'hallucinez pas. Durant l'exposé et même après, on s'est fait totalement démonter par certains camarades et par le prof en partie aussi. Je me rappelle qu'il y avait un gars qui a fait une remarque en me disant ah ouais ok, toi t'es un mec de droite quoi. Il y avait une autre fille qui a dit un truc hallucinant, un truc du style oui le sujet choisi, les couleurs bleues du flyer, Anne-Claire Coudray, blonde aux yeux bleus, ça fait un peu Marine Le Pen non? Voilà, on s'est pris ce style de remarque tout le long de l'exposé. C'est dire le niveau. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est que moi que ce... T'es vegan, hein? Hitler était vegan? T'es facho? C'est hallucinant. 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 Au-delà de tout ça, je sais plus où il est. J'ai ouvert tellement d'onglets, c'est le bordel. Au-delà de tout ça, j'ai une playlist. Hein. Tout ça, j'ai une playlist que j'ai récupérée, que j'ai compilée dans une playlist qui s'appelle Woke, SJW, Progrès, LGBT. Il y a 1002 vidéos. Vous avez à boire et à manger là-dedans. Ça regroupe tous ces sujets-là. Faites-vous plaisir, partagez au maximum. Ce soit la personne représentée ou le sujet, à aucun moment j'aurais pensé qu'on en viendrait à un tel règlement de compte. On a vraiment choisi un sujet comme on aurait pu en choisir un autre. C'était juste un exercice et à aucun moment il y avait la volonté de faire passer un quelconque message politique. Mais voilà, pour les gauchos de la classe, on était à la limite du fascisme. La seconde situation, c'était dans le contexte du fiasco du Stade de France. Vous savez, quand des centaines de racailles avaient dépouillé et agressé des supporters espagnols et anglais à Saint-Denis. Et en fait, durant un cours, on en vient à parler de ça et le prof décrit la situation en disant en gros, voilà, lors de cet événement, il y a des supporters qui se sont fait voler par des racailles. Au moment où il prononce le mot racaille, on entend un brouhaha dans la classe, genre scandale. Il y a une fille qui lui rétorque « Mais monsieur, ce mot-là, c'est le vocabulaire de l'extrême droite, c'est scandale. » Mais parce que tu vois, les racailles, les délinquants, ils n'existent plus avec eux. Et ce qui est rigolo, c'est que si tu dis racaille, on dirait « Ouais, t'es raciste, les arabes, les noirs. » J'ai jamais dit arabe et noir, j'ai parlé de racaille et de délinquants. Par contre, celui qui fait directement l'amalgame « Ah, racaille, oh, c'est arabe », c'est toi le raciste en fait. C'est hallucinant. Scandale. Il y a une fille qui lui rétorque « Mais monsieur, ce mot-là, c'est le vocabulaire de l'extrême droite, c'est scandaleux, etc. » Franchement, j'ai vrillé. J'ai vraiment halluciné. C'est-à-dire qu'on a des meutes de gens qui, en groupe, ont littéralement organisé des razzias pour voler et agresser des supporters. Je rappelle qu'il y a eu des centaines de témoignages de touristes anglais et espagnols après. Hein. Et ça, c'est pareil, hein, ça avait fait presque un conflit géopolitique à l'échelle européenne, notamment anglais et espagnol. Parce que souvenez-vous, hein, Darmanin avait dit « Ouais, c'était des Anglais, notamment des hooligans anglais qui ont foutu le boxon. » La Grande-Bretagne était vraiment pas contente. Si ce sujet vous intéresse, hein, j'ai toute une playlist qui a été dédiée à tout ce bordel, qui était Darmanin et Stade de France. Je vous laisse le lien dans la description. Et il y a 10 vidéos dessus. C'était incroyable ce système. C'était incroyable ce bordel. Certains ont été traumatisés, certains ont cru qu'ils allaient mourir, ils étaient en famille avec leurs enfants. Donc on parle de choses très graves. Et qualifier les auteurs de ces agressions de racailles, ce qui est en fait la moindre des choses pour quelqu'un de normal, pour les gauchistes, c'est déjà trop. C'est l'extrême droite. Donc voilà où on en est. Et sinon, dans un cadre, cette fois, non pas étudiant, mais professionnel, toujours à Paris, j'ai aussi eu une discussion qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je bossais dans un restaurant, et dans ce resto, il y avait un des cuisiniers qui était sénégalais. C'était par ailleurs un mec très sympa, on discutait très bien, il n'y avait pas de souci là-dessus.
Mais un jour, on en vient à parler de l'homosexualité parce que notre responsable de ce resto était lesbienne. Et le Sénégalais me dit heureusement que notre chef est ici parce que si elle était homo dans mon pays et qu'elle le disait, tu sais ce qui lui arriverait. Et là, il me fait quick. En gros, il me fait un signe d'égorgement avec la main. Donc il me dit... D'ailleurs, ils en ont brûlé ou tabassé un il y a pas longtemps au Sénégal, hein, de ce côté-là. Et là, les gauchos... il y a... Non, non, il n'y a rien. Là, regarde, Marine Le Pen, facho, extrême droite. Non, mais Sénégal, là, ce qui se passe là, peut-être un mot, non, quelque chose. Hein? Non. Non. De toute façon, c'est la faute des Blancs. C'est un enfer. En gros, il me dit qu'au Sénégal, les homosexuels se font couper la tête et brûler. Et moi, donc, je suis assez choqué et je lui demande mais toi, rassure-moi, t'es pas pour ça, toi, t'es contre ça. Et là, il me dit bah non, moi, c'est notre religion et on peut pas aller contre notre religion. On peut pas contredire notre Dieu. Donc vraiment, je me dis waouh. Et je lui demande mais toi, t'as déjà vu ça? Et il me dit ah oui, moi, je suis habitué. Hein, depuis que je suis petit, j'ai vu ça plusieurs fois. Donc. Mais par contre, il arrive à bosser avec une patronne qui est LGBT, enfin qui est gay. T'imagines, ton salarié a déjà vu des homos se faire tabasser, brûler, tuer. Il bosse avec toi, tu lui donnes des ordres. T'imagines la première contradiction, comment ça peut dégénérer? Alors tous les Sénégalais sont pas comme ça, hein, évidemment. Moi, ça me choque pas. Et cette discussion, en fait, ça me fait poser une question simple aux gauchistes. Si on importe des millions de gens issus de cette culture, donc en l'occurrence une culture musulmane, qu'on ne les assimile pas à notre culture, à nous, et qu'on les laisse... Et c'est là le pire. Et ça, on va en revenir encore. Mais l'homophobie soft, c'est ce que eux appellent maintenant l'homophobie soft. Tu sais, il y a l'homophobie qui est pas bien quand t'es blanc. Et si t'es musulman ou autre, ça s'appelle l'homophobie soft. On avait fait beaucoup de... quelques vidéos là-dessus, notamment ici, là, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour l'homophobie soft, on en avait parlé dans cette question-là. Parce que eux, ils les défendent, tu vois, c'est normal l'homophobie soft et tout, on n'a pas à critiquer, blablabla, blablabla. C'est comme ça qu'on en arrive également à l'homonationalisme, parce que en Israël, les LGBT sont plutôt bien accueillis, en Palestine, sont condamnés à mort. Mais évidemment, les militants LGBT et les woke de gauche doivent défendre la Palestine, coûte que coûte. Mais comment défendre la Palestine alors qu'ils sont contre les LGBT? Eh bien, ils inventent l'homonationalisme. Je vous invite à regarder cette vidéo aussi. L'homonationalisme, quand les LGBT défendent l'homophobie. Voilà. C'est vraiment les poulets qui défendent l'installation de KFC sur leur territoire. Et si tu es contre ça, c'est que tu es un facho d'extrême droite. C'est-à-dire que toi, tu défends les homosexuels contre les militants homosexuels qui défendent les gens qui détestent et qui brûlent les homosexuels. Mais attention, c'est toi le problème. Je ne sais pas comment leur fonction... La torsion testiculaire est incroyable. Incroyable. Développer leur culture ici, à votre avis, il va se passer quoi pour les homosexuels en France dans 50 ans? Je pose la question. Alors évidemment, vous vous doutez bien que les derniers événements n'auront pas remis en doute mes opinions. Les émeutes de juin, Thomas tue à Crépol, c'était prévisible. Moi, ça m'a pas du tout surpris. Ça fait des années maintenant que je vois ce qui est en train de se passer, que je sais ce qui va se passer, qu'on va vers une guerre civile, ou du moins vers de très fortes tensions ethniques et religieuses. On va en tous les cas vers un délitement total de la société française et une dislocation de la cohésion nationale. Ça a déjà commencé en réalité. Et si on ne prend pas la mesure de la gravité de tout ça, qu'on ne réalise pas que les sociétés multiculturelles sont en réalité des sociétés multiconflictuelles, on fonce droit dans le mur. Il y a d'autres sujets dont j'ai pas parlé mais que j'aurais pu aussi développer, qui ont contribué largement à ma droitisation. Le sujet de l'état du système social français, là aussi c'est du grand n'importe quoi. La France est devenue un guichet social et donne pléthore d'aides à des gens qui ne le méritent pas, des gens qui abusent de cette générosité pour profiter du système, ou des gens qui n'ont même rien à faire sur le territoire, mais qui touchent quand même des aides. Combien de fois j'ai entendu des gens se vanter ouvertement d'être là juste pour la carte vitale, de toucher des allocations sociales, de handicap, d'allocations familiales, et donc ne pas avoir besoin de travailler pour toucher 200 € de plus. Des gens qui touchent le chômage, le RSA, et qui travaillent à côté à l'étranger, donc qui profitent de l'argent des Français pour ne même pas être en France et vivre dans un autre pays dans le même temps. Ça, c'est une dinguerie quand même. Des gens qui viennent en France juste pour se faire soigner et bénéficier de la gratuité de la santé et repartir dans leur pays. Évidemment, ils ne
parle pas un mot de français. Mais il faut stopper ça en fait. Et après, on s'étonne d'être un pays surtaxé, on s'étonne du trou de la sécu, on s'étonne de la fraude sociale, on s'étonne du déclassement général, de l'appauvrissement. Mais forcément qu'il doit y avoir un nombre incalculable de personnes qui profitent de toute cette générosité socialiste sans contribuer en retour. Et forcément, il y a un moment donné où toutes ces dépenses pèsent dans le système économique. Donc bref, tout ça pour dire que on marche sur la tête dans ce pays. Pour finir ce témoignage, je m'adresserai aux gauchistes qui nous traitent de fachos en leur disant ceci. On n'a pas de leçon de morale et de justice à recevoir de gens qui préfèrent défendre la racaille plutôt que ceux qui les dénoncent et les arrêtent Et ceux qui légitiment aussi le Hamas et ce genre de choses, ne leur donnez même plus l'heure. Hein. Faut qu'ils retournent à l'obscurité. Et surtout, il n'y a pas à se justifier. T'en as un qui vient te demander des questions, tu dis, mais PTDR, t'es qui? Enfin, au bout d'un moment, c'est quoi ton argument? C'est de complètement pété. Je n'ai pas à me justifier sur tes conneries. Check d'abord tes conneries, revois un peu la logique de tes argumentaires et reviens me parler quand t'auras mûri et quand tu seras devenu adulte. Perdez pas de temps avec ces gamineries. Leur donner l'heure, c'est déjà leur donner de la force. Légitime à demi-mot des émeutes en appelant pas au calme. On n'a pas de leçon de féminisme à recevoir de la part de gens qui défendent des choses comme la banalisation du port du voile, quand on sait ce qui se passe dans nombre de pays musulmans pour des millions de femmes. Ça c'est ouf, hein. Ils défendent le féminisme, mais ils défendent aussi le port du voile et la baya à l'école. Mais attention, ils sont contre l'uniforme. L'uniforme c'est d'extrême droite, mais l'uniforme de la baya par contre c'est progressiste, tu vois. Ils ont des problèmes aussi boulot. Femmes qui s'opposent à porter ce symbole misogyne, qui vont en prison, qui sont fouettées, qui sont défigurées à l'acide, qui sont tuées, tout ça pour ne pas être invisibilisées. On n'a pas de leçon à recevoir sur l'antisémitisme de gens qui ferment les yeux sur les agressions contre des gamins juifs commises depuis 20 ans dans des banlieues, de la part d'enfants qui disent que Ben Laden est leur héros et que Hitler n'a pas fini le travail. On n'a pas de leçon à recevoir sur le racisme de la part de gens qui organisent des camps d'été interdits aux blancs ou qui, lors de manifestations, organisent une ségrégation raciale en disant aux noirs de rester devant et aux blancs d'aller au fond du cortège. On n'a pas de leçon d'humanité et de tolérance à recevoir de gens qui ne supportent pas d'entendre une opinion opposée à la leur, qui agressent, censurent, ostracisent tout opposant politique, saccagent des enseignes, des restaurants, des boutiques, des banques au nom de leur idéologie, qui tabassent des policiers en scandant des slogans très humains comme flics suicidez-vous. Je suis désolé mais le fascisme c'est eux, pas nous. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et merci à Modin de m'avoir donné la parole. Incroyable ce témoignage. Incroyable ce témoignage. Il synthétise absolument tellement de sujets qu'on a abordés à gauche à droite et tellement de problématiques. Il les synthétise en 25 minutes. C'est assez incroyable. C'est pour ça qu'il fallait le regarder en entier et pas... je peux pas... En fait, c'est ça le problème, c'est que les témoignages qui sont sur le Radio Modin sont tellement incroyables. Je peux pas en prendre un extrait à gauche, à droite. Tout est à prendre, en fait. Tout est important. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à découvrir Radio Modin, n'hésitez surtout pas à découvrir Modin Malin sur sa chaîne principale, Radio Modin c'est sa chaîne secondaire, n'hésitez pas à découvrir les autres témoignages qui sont ouf, n'hésitez pas à partager, encore une fois, tous ces témoignages autour de vous pour mettre un maximum de monde au courant. Et comme je l'ai déjà dit, ça sert à rien d'aller discuter, d'aller argumenter, d'aller essayer de changer d'avis. Ces gens-là, ils sont tellement lobotomisés, tellement matrixés, tellement au fond de leur idéologie. C'est comme un alcoolique anonyme. C'est impossible à lui faire comprendre qu'il a un problème d'alcool. Le seul moment où il va prendre conscience qu'il a un problème d'alcool, c'est lui-même quand il aura dit « Putain, je crois que j'ai un problème avec l'alcool ». Et tant que vous lui direz « T'as un problème avec l'alcool », il va nier. Il va dire « Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est toi, t'es facho. » Ça sert à rien. On s'en écoutera peut-être d'autres de témoignages de Radio Modin. L'expérience était assez cool. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.